Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario, je te parle en direct de l'aéroport aujourd'hui, donc il faudra, pour ceux qui nous écoutent, être indulgents si on entend l'appel des vols. Bon. Direction Berlin pour te parler demain du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, mais aussi premier spectacle permanent du cirque en Europe à Berlin. Ça se passe ce soir, on s'en reparlera demain matin. Fin de ma parenthèse. Bon, tu iras pour moi à l'île des musées, qui est un de mes endroits préférés dans le monde où je veux toujours retourner. Stéphane, tu vas à ton épisode de Contact aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir, est-ce qu'on peut dire une nouvelle vedette ou la nouvelle vedette de la gauche française? Alors, la question est bonne. François Ruffin, qui était anciennement sous la bannière de la France insoumise, qui a rompu avec Jean-Luc Mélenchon, probablement sur la question, je dirais, de l'islamo-gauchisme à laquelle il n'adhère pas. Il ne veut surtout pas avoir cette étiquette. Qui était journaliste. Il a fondé un petit journal, je dis petit sans condescendance, mais satirique, qui s'appelait et s'appelle toujours Fakir. C'est quelqu'un qui est investi dans sa région depuis longtemps, la Somme. C'est aussi un auteur de documentaires. Tu as peut-être vu Merci Patron, qui avait dans le collimateur le grand patron d'LVMH, Bernard Arnault. Il avait été récompensé au César. Donc, quelqu'un qui maîtrise les codes de la communication depuis très longtemps. Quelqu'un qui a résolument le cœur à gauche, qui refuse pour l'instant, compte tenu de ce qu'on est en négociation à l'Assemblée nationale, du budget et de toutes sortes d'autres choses, d'annoncer ses couleurs pour 2027, mais qui, j'en suis convaincu, sera candidat au présidentiel. Je te propose d'écouter un extrait. Je suis devenu député aussi parce que j'ai croisé la députée de mon coin quand j'étais journaliste et je me suis dit mais elle est vraiment nulle, excusez-moi. Hein. Et j'ai eu l'impression d'avoir une rencontre avec le vide et je me suis dit mais franchement je ferais mieux. Quand j'étais dans les tribunes de l'Assemblée, j'ai vu des collègues députés macronistes devenir ministres. Je me suis dit mais bon sang, mais je ferais mieux. Et quand je vois le président de la République, je me dis honnêtement, je ferais mieux. Bon, belle franchise. Alors oui, il y a certainement aucun doute sur sa capacité. C'est quelqu'un qu'on doit surveiller, suivre, parce qu'il occupera, et il occupe déjà dans le paysage politique français, une place, mais c'est quelqu'un qui parle de choses qui nous intéressent, parle d'écologie, bien entendu, parle aussi de ce que c'est que d'être à gauche dans un monde où c'est souvent galvaudé. Il définit sa gauche et est très critique, d'ailleurs, de certains égarements de la gauche qui a laissé le peuple, les ouvriers et d'autres aller dans le camp de la droite. Et lui a certainement pas l'intention de laisser partir cet électorat et de les représenter. C'est un verbe qui compte pour lui. Eh bien, à suivre. Tu nous as parlé hier de cette histoire des cartels, des narcotrafiquants qui ont assassiné, là, visiblement, le jeune homme qui était le frère d'un militant. Tu veux revenir là-dessus? Exact. Ben, très rapidement, Mario, parce que Amin Kassassi, donc jeune militant écologiste qui était candidat aux élections, candidat défait, mais qui lutte pour que les narcos, particulièrement à Marseille, soit débusqué, que la société civile se réveille, que les policiers aient davantage de moyens, parce que Marseille est une ville sous influence. Ce matin, j'étais avec lui en plateau à BFM, et si je voulais revenir là-dessus, c'est que je n'ai jamais vu un dispositif de sécurité comparable ou à peu près. Des fois, Jordan Bardella quand il vient, mais c'était 5 policiers, police qui étaient autour de lui tout le temps, donc sécurité rapprochée, même à l'intérieur. Et dans le studio, il n'y a que l'ambassadeur israélien à Paris qui est accompagné d'un agent de sécurité qui est avec lui dans le studio. Puis aujourd'hui, c'était le cas. Alors, tu me diras, tout ça est un peu anecdotique, mais pour moi, ce n'est pas... Oui, non, un jeune de 23 ans, son frère assassiné il y a quelques jours, et là, il y a ces dispositifs de sécurité. Ça veut dire qu'on craint vraiment pour sa vie, là. Parce que c'est de l'intimidation. Et c'est très inquiétant. On a tué son frère qui aspirait à devenir policier, frère de 20 ans. Lui-même n'a que 22 ans. Il s'est mis à militer parce qu'un autre de ses frères a été assassiné il y a quelques années. On avait retrouvé son corps brûlé dans un véhicule et c'est là qu'il a dit il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser le crime organisé, les narcos dicter leurs lois à Marseille et ailleurs d'ailleurs en France. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est impressionnant évidemment, mais aussi parce que ça dit quelque chose de la sériosité de la menace.
Parlant de menaces sérieuses, la menace d'une guerre entre l'Europe, ou entre la France au moins, mais probablement entre l'Europe et la Russie, il y a des gens sérieux qui pensent que ça va devenir inévitable? Alors ça, c'est ici, cette semaine, la nouvelle, quand je dis ici, c'est en France, mais elle nous interpelle tous, c'est le chef d'état-major des armées qui s'adressait aux maires de la France. Ils sont plusieurs milliers, ils se réunissent, un peu comme on le fait au Québec, ponctuellement une fois par année, tous les maires se réunissent, c'est un grand raout, et le patron des militaires dit « Préparez-vous, d'abord, il y a une guerre qui nous menace, c'est pas une certitude, mais il y a vraiment du renseignement qui nous fait penser que la Russie va probablement déclencher des opérations sur le théâtre européen, au sens de Union européenne, de pays de l'OTAN, d'ici 2030. Je répète, c'est pas une certitude, mais ils ont du renseignement à l'effet que c'est quelque chose pour lequel il faut se préparer, et ça, c'est basique, mais plus encore, disait, préparez-vous à perdre vos enfants, parce que c'est pas la guerre des trucs. La guerre, c'est une raison pour se faire mal, et on le voit tous les jours sur les différents fronts en Ukraine. C'est probablement 1000 à 1200 soldats russes qui meurent au front tous les jours. Du côté ukrainien, un peu moins, parce qu'ils sont dans une position défensive qui favorise, mais c'est plusieurs centaines, certainement, de soldats ukrainiens qui meurent tous les jours. Et là, on dit aux Français, comme on pourrait d'ailleurs dire aux Allemands et à d'autres en Europe, préparez-vous, parce que si ça devait arriver, c'est pas virtuel. Mais Stéphane, la question que je me pose, c'est une Ukraine, je comprends que l'Ukraine se fait réarmer puis se fait aider là, par d'autres pays, les États-Unis et d'autres, mais quand même, on a de la misère du côté de l'armée russe à avancer là, d'1 kilomètre par mois en Ukraine. Je veux dire, est-ce que, sincèrement, la Russie semble démontrer présentement la puissance pour attaquer l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne ou d'autres? Là, on le sent plus ou moins, à moins d'utiliser l'arme nucléaire? Alors, je ne pense pas que l'arme nucléaire soit ici en cause. Tu poses la bonne question. C'est celle que je pose depuis très longtemps à tous ceux qui me disent que la Russie est une menace pesante sur l'Europe. C'est vrai. Il y a cependant, et c'est pas un hasard, si Donald Trump reparle d'un plan de paix, il y a une initiative du côté russe sur le champ de bataille ou les champs de bataille. On voit qu'ils sont en train, à Pokrovsk et ailleurs, de prendre l'initiative. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine va s'effondrer, mais cette guerre lente, ce broyeur de la machine militaire russe commence à apparaître, à transparaître. Et oui, il pourrait y avoir sans doute sur les lignes de front des percées plus importantes. Mais ce que dit le patron de l'armée française, dans le fond, c'est ils vont nous tester, risquent de nous tester. Même s'ils n'avancent pas, ils ne contrôlent pas dans 3 ou 4 ans l'entièreté du territoire ukrainien, on pourrait imaginer que dans le petit couloir, il faut regarder sur une carte, qui mène jusqu'à Kaliningrad, qui est une enclave russe, mais qui se trouve à la frontière de la Lituanie, de la Pologne. Il faut se rendre. C'est comme s'il y avait un bout de Canada qui était en dehors du pays. Et il fallait passer, par exemple, par les États-Unis pour s'y rendre. C'est exactement le cas de Kaliningrad. Est-ce que les Russes pourraient décider d'occuper ce petit couloir qui mène jusqu'à Kaliningrad pour tester la solidité de l'Alliance? Est-ce qu'ils pourraient provoquer dans les pays baltes, là où on a d'ailleurs des Canadiens qui sont en mission, quelques milliers de soldats canadiens, parce qu'il y a, c'est vrai, un risque perçu. Ça ne veut pas dire que ce serait une attaque sur tous les fronts. Il pourrait y avoir une forme de provocation pour voir si, je dis bien, au conditionnel, il pourrait y avoir... Alors moi, je ne suis pas dans le camp de ceux qui y croient tellement, mais je pense que les Russes, il n'y a aucun doute, testent notre sécurité numérique, testent en France, on le voit, en s'attaquant aux hôpitaux, des infrastructures civiles. Est-ce que toutes les attaques de drones dont on nous parle sont coordonnées et télécommandées de Moscou? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai pas de certitude là-dessus, mais Moscou veut voir si oui ou non il y a quelque chose comme une volonté, s'il y a une résolution à redresser les Chines en Europe, parce que c'est perçu comme le ventre mou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, en général, probablement, sinon certainement avec l'appui de la présidence, dit préparez-vous, mesdames et messieurs, parce que une guerre, ce n'est justement pas virtuel. On a de la misère en France, après 2 ans et demi
à faire adopter une réforme des retraites. En fait, elle ne sera pas adoptée, justement parce que ça va faire mal, parce que c'est difficile, parce que ça force les gens à travailler plus longtemps. Alors imagine mobiliser pour aller à la guerre. C'est sûr que nos pays confortables n'ont pas l'air trop équipés pour aller à la guerre. C'est une évidence. Alors peut-être que la Russie pourrait vouloir tester ça. Stéphane, bon voyage. On se reparle demain en direct de Berlin. En direct de Berlin. Salut. Merci.